Bonjour à tous, Rencontre de cinéma aujourd'hui est entièrement consacrée aux deuxièmes rencontres du 7e art, organisée à Lausanne, une manifestation créée par l'acteur-réalisateur Vincent Pérez. L'occasion ici même en Suisse d'échanger autour du cinéma après quelques projections. Alors Vincent Pérez, Jean-Jacques Hano, Agnès Jaoui et les auteurs Maëlys de Kerangal et David Fuenquinos sont aujourd'hui mes invités. Je déclare la seconde édition des rencontres 7e art Lausanne ouverte. Bienvenue au Capitole. Merci, merci. J'allais commencer cette interview en disant merci beaucoup d'être avec nous, messieurs, mais finalement, merci beaucoup, Vincent, de nous recevoir. C'est un plaisir. Mais oui, parce que on va y venir, Jean-Jacques. Mais on est à Lausanne, deuxième rencontre du 7e art, dont tu es l'initiateur, le créateur. Pourquoi? Tout d'abord, la première chose, la première étincelle, c'est le bonheur qu'on a d'être dans un endroit où on est juste là pour la célébration, l'amour du cinéma, et c'est vrai que ça nous fait du bien, nous, les acteurs, les producteurs, enfin, d'être dans cet environnement-là, de juste voir des films, parler de films sans qu'il y ait des enjeux économiques, etc., sans qu'on soit là en promotion. Et donc, du coup, ça crée une bulle pendant quelques jours où on est juste dans le cinéma et on peut, du coup, on pense mieux au cinéma, je trouve. Est-ce que finalement, c'est pas le rêve, cette manifestation? C'est-à-dire, on parle de cinéma sans prix, sans palmarès, sans récompense, sans pression, sans tension, juste parler de cinéma et de rencontrer les gens, d'avoir un vrai échange avec eux autour du cinéma. Bah oui, c'est vrai que c'est très agréable. Et puis, il y a aussi des rétrospectives. Hier, j'ai vu Apocalypse Now, que je n'avais jamais vu sur grand écran. Et bah, c'est précieux de pouvoir voir ça comme ça. Après, il y a eu un autre événement qui était aussi un événement clé. C'est qu'à Lausanne, il y a quand même la 6e plus grande cinémathèque au monde, avec 85 000 films, des millions d'affiches. Enfin, c'est un truc assez phénoménal. Et j'ai appris un jour que les archives de la cinémathèque se trouvent dans un petit village. Et ce village, en fait, c'est mon village d'origine. Clac, ça a eu un déclic, tu t'es dit... Et puis, les archives, donc il y a des souterrains qui partent sous un terrain de foot qui est juste à côté. En fait, toute mon enfance, j'ai joué sur ce terrain de foot. Et sur ce terrain de foot, en fait, j'ai rêvé d'avoir une vie incroyable. Je rêvais d'ailleurs, je rêvais, pas encore forcément de cinéma, mais voilà, c'était un lieu important sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et il se trouve qu'aujourd'hui, juste à côté de ce lieu-là, il y a cette cinémathèque, ces archives. Donc, j'ai commencé à me dire, il y a un signe, c'est fou. Une folie à laquelle tu adhères, Jean-Jacques. C'est vrai que c'est très agréable, finalement, d'être là pour parler que de cinéma, sans pression, sans palmarès. Sans compétition. Ouais, sans compétition, ouais. Parce que le drame des festivals à compétition, c'est que dans le cinéma, on a plutôt tendance à s'aimer bien, mais quand on se retrouve, je vais citer certaines villes, à Berlin ou à Cannes, on a peur les uns des autres, finalement, et puis on est anxieux, tout simplement, de ne pas avoir le prix. Or, on sait que les prix sont distribués. J'ai fait partie de nombreux jurys. On sait très bien comment fonctionnent les jurys. C'est 8 à 10 personnes qui s'empoignent pour avoir raison. Ça n'a plus rien à voir avec le cinéma. Puis il faut être politiquement correct. Donc c'est une mauvaise atmosphère. Alors que là, on a l'occasion, de façon très casual, de déjeuner ensemble, prendre un café. Et c'est tout à fait important dans notre milieu dispersé. Là, tu parlais de cinémathèque, d'archives. C'est aussi l'occasion, là, ici, de parler de ce cinéma-là. L'Ours, par exemple, au nom de la Rose. C'est aussi l'envie, à nouveau, de les revoir, de discuter autour de ces films-là. Sur grand écran, ouais. Parce que beaucoup de gens qui me disent des choses agréables à entendre sur mes films passés ont vu ces films à la télévision. C'est marrant parce que j'entends toute la journée, j'ai jamais vu en grand, j'ai jamais vu projeté. Voilà. Et donc on permet de donner un moment encore à ces films-là. Et puis souvent, il y en a beaucoup qui sont, comme c'est le cas avec Jean-Jacques, qui sont accompagnés par le réalisateur. C'est merveilleux. Vous revoyez vos films? Ah non. J'adore le ah non tout de suite. Non, il y a presque un air de dégoût quand vous dites ah non. Mais oui, c'est pas du dégoût. Ouais. C'est de la souffrance. Enfin, mais c'est de la souffrance sur le temps qui passe, je sais pas, enfin, et surtout sur quelque chose de passé. Je trouve que ça ressemble à regarder un ancien amour. Enfin, mais ça me paraît quasi morbide, voilà. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous prenez le temps de voir et d'apprécier Apocalypse Now. Donc vous pouvez comprendre, par exemple,
qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent le temps d'apprécier, de voir ou de revoir le goût des autres. Oui, bien sûr, mais c'est pas moi, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, Oui, c'est pas vous personnellement. Non, enfin, Ouais. je ne me considère pas comme un vieux classique, en fait. Tu aimes reparler de tes films? Tu aimes les revoir, Jean-Jacques? Je les revois pas, non, j'aime pas les revoir parce que j'ai vu chaque image de chacun de mes films probablement 10 000 fois, puisque je m'occupe de tout, moi. Le montage, tournage... Le montage son, l'étalonnage, le mixage, montage ouais. des vents, des effets, évidemment la musique, l'étalonnage. Donc je suis sursaturé et je ne veux pas avoir un commentaire ni positif ni négatif sur le travail que j'ai aimé faire il y a des années. Donc une fois que mon film est terminé, c'est fini, je ne le vois plus. Alors j'aime présenter les films, je raconte... En parler? Ah oui, j'aime en parler. Et c'est généralement très, très agréable. On me pose des questions parfois insolites auxquelles j'aime répondre. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Jacques Hano. C'est vrai que beaucoup de ces films-là, Apocalypse Now, les jeunes, et d'ailleurs certains des moins jeunes, ne l'ont vu qu'à la télé. Donc c'est aussi l'occasion là de pouvoir les voir sur grand écran dans le format dans lequel ils ont été conçus finalement. Quand ils les ont vus, parce que souvent ils les ont tout simplement pas vus, parce que voilà, enfin, ce sont des vieux films, comme disaient les jeunes. Donc, mais effectivement, oui. Pour ceux qui les découvrent, ou aussi de les découvrir sur grand écran, ce qui change quand même tout. Elle est importante pour vous, entre guillemets, cette mémoire du cinéma. On est en train de parler d'Apocalypse Now, on pourrait parler de beaucoup d'autres films, mais vous prenez le temps d'en voir certains, elle vous nourrit encore aujourd'hui? Alors en vérité, elle me nourrit quasi plus que les films actuels. Comme en littérature d'ailleurs, je lis plus de littérature classique, encore que moins maintenant, mais enfin bon, on s'en fout. Mais, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Non mais vraiment, ouais. enfin, le temps, c'est pareil en littérature ou en musique. Alors après, j'écoute de tout, mais c'est comme si l'aval du temps faisait qu'on était sûr qu'on allait voir quelque chose d'intéressant en fait, qui vous nourrit, tout simplement. Cinéma et littérature, vaste sujet, et il s'agit de ça aussi ici, au deuxième rencontre 7e art de Lausanne. Donc je suis très heureux de vous recevoir, David et Maëlys. D'abord, quel est votre rapport avec le cinéma, Maëlys? Je pense que mon imaginaire est construit par le cinéma, entre autres, mais ça occupe une grande place dans mon écriture. Et puis je me dis aussi que... C'est-à-dire qu'on pense souvent le rapport entre le cinéma et la littérature comme le cinéma empruntant des personnages, des situations à la littérature, mais on pourrait aussi penser que la littérature se puise aussi dans le cinéma. Et moi, j'ai le sentiment que quand je travaille sur un livre, le cinéma est là aussi. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous écrivez, par exemple, Préparer les vivants, aux naissances d'un pont, il y a des images cinéma qui ne sont pas forcément en direct avec ce que vous écrivez, mais que vous avez à l'esprit. Oui, par exemple, je me souviens très bien que quand j'écrivais Naissance d'un pont, je pensais beaucoup au western de Ford. Alors on verra si c'est... Enfin, à chacun de juger si c'est un rapport ou pas. D'ailleurs, quand j'écris, je vais aussi au cinéma. Je trouve que ça densifie, ça nourrit l'imaginaire. Du coup, je pense que c'est proche de moi. Alors toi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment en toi, parce que tu écris pour le cinéma, tu as réalisé et adapté La délicatesse avec Stéphane, ton frère. Il y a eu Jalouse après, qui était écrit, je crois, direct pour le cinéma, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est très présent le cinéma, évidemment, dans ton travail au quotidien. Oui, c'est très présent, mais j'ai le sentiment, même si mes livres sont adaptables, en tout cas il y a eu pas mal d'adaptations, j'écris jamais en pensant que ça pourrait devenir un film. J'ai le sentiment que quand on est romancier, finalement le but du romancier c'est de procurer des images d'une certaine manière. Et je pense qu'on pourrait dire que les romans du 19e siècle étaient déjà cinématographiques, ou n'importe quel roman. C'est simplement, ça donne des images au lecteur. On parle souvent de trahison. Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire, cette trahison, dès lors qu'il y a adaptation? Je pense au Mystère Henri Pic de Rémy Besançon, par exemple, aujourd'hui. Est-ce que finalement, on n'attend pas ça d'être trahi, et que c'est même important que ce soit? Je suis complètement d'accord. Les gens, souvent, quand on parle d'adaptation, veulent voir une sorte de copier-coller du livre. Nous, quand on avait réalisé La délicatesse, c'est vrai que les lecteurs me disaient « je comprends pas pourquoi vous avez pris Audrey Tautou, dans le livre elle est blonde ». J'avais jamais j'avais jamais donné la couleur des cheveux de mon héroïne Nathalie. Mais dans l'imaginaire des gens, elle était blonde. Les gens, forcément, se font un film. Chaque lecteur se fait son propre film. Et il y a une déception. Quand on écrit, on n'a pas de visage. On pourrait écrire... pendant 25 pages ou 100 pages le visage d'Emma Bovary.
elle pourrait, chacun se forme la sienne. De mon point de vue, il n'y a pas de visage dans la littérature. Il y a plein de choses, il y a des détails, la rousseur, le fait de louer, mais il n'y a pas de visage. Du coup, le cinéma arrive et c'est vrai qu'il impose quelque chose. Et c'est très puissant. Et c'est assez puissant la manière que le cinéma a de donner un visage à des personnages. Et je suis totalement d'accord, moi je décris jamais en plus les visages. Et ça m'intéresse quand un réalisateur veut adapter un de mes romans, je lui dis mais quels acteurs, pour simplement savoir quelle idée du personnage il a, pas par mais moi je trouve ça tellement important. Et c'est vrai que moi j'étais tellement, Audrey Tautou a changé ma vie en interprétant ce rôle, mais au bout d'un moment c'est vrai que j'ai fait enlever la couverture du film du folio. Je voulais que les lecteurs qui achètent le livre n'aient plus le visage d'Audrey pour se libérer. Parce que c'est un enfermement, et c'est antinomique, c'est ce que tu dis, c'est antinomique à la littérature, qui est une ouverture totale, qui est une invention de son propre monde. Donc une adaptation, c'est finalement enfermer un petit peu l'imaginaire du lecteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sont adaptés de romans quand on a la chance d'écrire pour le cinéma, ce qui est votre cas. Ça change totalement, pour le coup, on part évidemment d'une feuille blanche, mais vous avez le sentiment que le vrai travail, il est là. C'est pas simplement un travail d'adaptation, mais là, c'est un travail de création, de composition qui est total. Oui, c'est très différent. Et à la fois, quelqu'un comme Alain Resnais n'a jamais écrit un scénario, et pourtant, ses films sont des films d'Alain Resnais. Donc, après, oui, Jean-Pierre et moi, quand on travaille, enfin, on n'a fait qu'une adaptation, c'était Smoking No Smoking, et c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait de partir d'une feuille blanche. Voilà. Et en même temps, c'est vous quand même, c'est très vous, Smoking No Smoking, moi je trouve, dans l'esprit, non? Non, c'est très avec Borne, mais il paraît qu'on a des points communs dans l'écriture. C'est ce qui avait séduit, ce qui avait séduit Resnais d'ailleurs. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a ce travail d'adaptation à partir d'un auteur et ça devient un film d'Alain Resnais. Est-ce que, pardon ma question, mais est-ce que c'est pas ça aussi l'humilité? C'est-à-dire que quand on fait du cinéma, c'est d'adapter et puis on se met au service d'un réalisateur et en même temps c'est un travail important finalement. Mais c'est ça qui est magique et c'est ça que j'adore, c'est que c'est un métier de collaboration et qu'effectivement, moi j'aime que la mise en scène ne se voit pas, j'aime que les décors ne se voient pas, que les costumes ne se voient pas, que le jeu ne se voit pas. Et donc effectivement, il faut une sorte d'humilité ou en tout cas être au service de quelque chose qui n'est pas son ego, qui pourtant existe un peu dans le cinéma. Mais important. Un petit peu. Mais voilà, mais il y a ce but principal qui est au-delà de tout ça, oui, ça c'est sûr. Il y a une idée de transmission aussi, d'autant plus qu'à la sortie de ton livre récemment, Une vie pour le cinéma, mais il y a cette idée aujourd'hui de transmission aussi. J'ai toujours eu envie, très tôt, j'ai eu envie que mes assistants deviennent metteurs en scène, que mes directeurs de production deviennent producteurs, parce que ça m'honore d'une certaine manière. Donc la transmission, oui, qu'est-ce que j'ai tout à gagner de transmettre. En plus, ça, ce qui est très étrange dans le cinéma, c'est que c'est un peu probablement comme la cuisine. On peut avoir un livre de recettes et rater la recette. Ouais. C'est pas parce qu'on a appris que l'on sait faire. Donc, je sais que même si je livre des détails très intimes, il y aura forcément l'expérience de la vie du plateau, l'expérience de monter un film au plan financier, toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas aux écoles. Et j'ai essayé avec ce livre. En fait, j'ai fait ce livre vraiment dans un esprit de transmission, en essayant de raconter des choses qu'on ne raconte généralement pas. Je n'ai pas voulu faire un livre sur l'esthétique du cinéma ou sur la façon d'écrire un scénario. Non, j'ai voulu raconter des choses pratiques qui m'ont, moi, surprise énormément quand j'ai découvert la vie du plateau. Heureusement, j'ai découvert à 19 ans et demi, j'ai fait les écoles de cinéma, j'avais tout appris ce qu'il y avait à apprendre, je ne savais rien sur le cinéma. J'étais complètement déconcerté quand j'ai été metteur en scène pour la première fois, par les milliers de questions qu'on me posait auxquelles je ne savais pas répondre. Il a bien fallu, pourtant. Oui. Le film est très réussi quand même. Oui, c'est ça. Merci. On terminera là-dessus, c'est magnifique, j'adore. Okay, incroyable. Merci.